Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce quatrième webinaire. Avant de commencer, s'il vous plaît, mettez tous et toutes votre micro en sourdine pour une meilleure connexion et coupez aussi votre vidéo. Quant aux questions, je vous laisse les noter dans le chat, la boîte à discussion. Ma collègue Stéphanie va y répondre au fur et à mesure et nous garderons des questions pour la fin du webinaire. Donc, bienvenue et bienvenue à tous à ce quatrième webinaire du GBV-EOR, qui est le domaine de responsabilité des violences basées sur le genre. Aujourd'hui, nous allons parler de la mobilisation des ressources pour les programmes DBG, ainsi que de la coordination de la réponse humanitaire pour la crise liée au Covid-19. Donc, je commence par me présenter. Je m'appelle Louana. Je suis spécialiste VBG en urgence pour la région d'Afrique de l'Est et du Sud. Et j'en profite pour présenter aussi ma collègue Noémie Dalmonte, qui est conseillère régionale VBG en urgence pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc, nous travaillons avec le GBV-EOR, qui est le domaine de responsabilité des VBG. Stéphanie, de notre équipe du siège, est donc, comme je vous le disais tout à l'heure, là pour nous soutenir et elle répondra à vos questions et vos demandes de précision et de ressources dans le chat. Noémie, tu peux avancer la prochaine slide, s'il te plaît. Donc, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, aujourd'hui, c'est le quatrième webinaire d'une série, d'une longue série de webinaires que nous avons commencé le 19 mars. Nous avons traité les questions du genre, de l'impact donc du Covid-19 sur les femmes et les filles. Nous avons aussi discuté de l'évaluation et de la programmation à distance. Nous avons eu des invités de l'OMS dans un webinaire où on a parlé de la réponse VBG et du cluster santé. Et donc aujourd'hui, nous parlerons de la mobilisation des ressources et de la coordination. Les prochains webinaires, la semaine prochaine, nous allons discuter de la gestion des cas VBG par rapport à la réponse au Covid-19. Et la semaine d'après, en principe, nous discuterons de la localisation et de l'engagement des communautés, sujet qui est encore à confirmer. Sachez aussi que tous les webinaires ont été enregistrés. Celui d'aujourd'hui sera aussi enregistré, est en train d'être enregistré. Et donc, ils sont tous accessibles en ligne. Nous sommes donc, comme je le disais, une équipe globale du GBV-EOR et donc nous avons des conseillers et des spécialistes régionaux qui sont basés partout dans le monde. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, le mieux est de contacter les conseillers et spécialistes de votre région. Prochaine slide. Donc, aujourd'hui, nous allons discuter de la mobilisation des ressources et de la coordination. Donc, comme les derniers webinaires, l'agenda est comme suit. Nous allons commencer avec une discussion avec les bailleurs de fonds. Ensuite, nous aurons des conseils pour comment adapter les critères et les activités life-saving dans la réponse au Covid-19. Et nous terminerons par une session de questions et réponses. Avant de passer la parole à Noémie, ma collègue, j'ai l'honneur de vous présenter nos deux invités aujourd'hui. Kate Latimir, qui est conseillère humanitaire femmes et filles dans les urgences pour DFID, qui ne parle pas français, mais que nous allons traduire en live aujourd'hui. Et puis Séverine Weber, qui est la chef de coopération internationale suppléante pour le Bureau de la coopération suisse de la région de la Corne de l'Afrique. Voilà, je laisse la parole donc à Noémie. Et voilà. Bonjour à tous et toutes. Et je t'ai déjà présenté, je n'ai pas besoin de faire des introductions et on se voit depuis 4 semaines désormais. Et je vais commencer l'introduction au webinaire avec quelques notions de base sur notre plan de réponse globale et sur la coordination. On n'ira pas trop sur les détails de mécanismes de coordination parce qu'il y a de nouveau qui est en train de venir, entre guillemets.
les plans de réponse globale, au cas où vous ne l'avez pas encore consulté, je vous conseille de les télécharger. Il est disponible en français sur Internet, sur le site de OCHA. Et c'est un plan global. C'est un plan global. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, c'est... S'il vous plaît, tout le monde met son micro en sourdine, s'il vous plaît. Donner quelques conseils, surtout et directives, et faire une analyse par rapport à certains pays prioritaires. Donc, tous les pays où il y a un rapport humanitaire en cours, qui ça soit en réponse réfugiés, donc coordonné par HR avec les mécanismes existants, qui ça soit une crise humanitaire avec une équipe humanitaire fonctionnelle. Il y a aussi à la fin de plan de réponse globale, une section spéciale avec quelques pays de plus. Et il est clair désormais qu'on aura, un allergicisme de ces pays jusqu'à 50, avec d'autres pays fragiles. Et là où il n'y a pas une équipe humanitaire, la coordination est sous l'égide de l'équipe des Nations Unies, donc les UNCT, on dit en anglais. Et donc, chaque pays a son propre HRP, chaque pays a son propre plan de réponse aux réfugiés et il est invité de l'adapter. Maintenant, les révisions sont en cours. Au cas où vous n'êtes pas encore impliqué ou informé par les sous-classes VBG de votre zone ou par OCHA à niveau de l'interclasse, pour ceux qui entre vous, c'est des coordinateurs, allez les rapprocher parce que c'est très important de participer à cette phase parce que pendant le mois d'avril, on va revoir les plans d'action humanitaire de chaque pays. Et c'est essentiel de pouvoir faire un suivi pour s'assurer une bonne intégration des questions de VBG. Donc, les plans de réponse globale, c'est une compilation de différents appels. Donc, il y a un peu ce qui est les différents besoins des organisations principales qui sont membres du IASC, qui s'est aligné à nos secteurs de responsabilité et selon ce qui était déjà publié dans la plupart des organisations comme adaptation à la situation globale de la pandémie et réponse conséquente par rapport au mandat de chacun. Donc, tous les membres du IASC ont été consultés pour l'élaboration de ça et OCHA a pu les finaliser. Ça fait déjà 2 semaines, je pense 1 semaine et demie. Et il demande 2 000 milliards de dollars, plus ou moins, ce qui est le montant estimé pour les réponses des plans de réponse humanitaire. Donc, effectivement, tous les secteurs. Ce n'est pas le plan de santé, ce n'est pas l'appel de l'OMS seul. Il y a tous les secteurs de la réponse humanitaire par rapport aux besoins causés par le COVID-19 sur une période de 9 mois. Donc, de maintenant jusqu'à la fin de décembre 2020. Et ces plans de réponse globale insiste justement, comme j'ai dit au début, sur les questions de coordination pour ne pas créer des systèmes parallèles. On demande à chaque pays de s'appuyer sur son propre équipe humanitaire, sur ses propres existants clusters. Bien évidemment, l'OMS a un rôle particulièrement important au niveau de l'équipe humanitaire parce que c'est un peu les référents techniques principaux sur lesquels les autres clusters et les autres agences essayent de suivre un peu et le planification différente. Et maintenant, comme je le répète, on est dans une phase de révision des plans d'action humanitaire parce que les plans d'action, les plans de réponse globale, les plans humanitaires global est large et chaque pays doit avoir des spécificités. Chaque pays peut avoir une crise plus ou moins aiguë qui va se développer. Le pays qui pourrait activer une nouvelle coordination, une unité de coordination, ça dépendra de ce qui est décidé dans les pays par le senior management du pays et de la décision du IASC
Donc, une activation des clusters va se faire comme dans la tradition en demandant, le coordinateur humanitaire, coordinateur résident va demander au IASC de pouvoir activer. Donc, on continue à travailler avec la même façon de travailler. Bien évidemment, surtout dans les pays en voie de développement, une coordination humanitaire n'existe plus. Il y a peut-être des structures qui ont été déjà mises en place par l'État. Les Nations Unies vont continuer à travailler avec le dialogue avec la partie nationale et à mobiliser tous les acteurs. Et s'il y a besoin, avec une structure humanitaire plus structurée, y compris dans certains pays qui ne sont pas en crise humanitaire déjà. Donc, dans les plans de réponse globale, vous voyez des pages dédiées aux pays qui ont déjà une réponse humanitaire en cours. Et pour pouvoir faire cette discussion avec les donateurs, il nous est semblé essentiel de faire une introduction sur les plans de réponse globale que nous sommes en train de toucher. Et maintenant, Kate et Séverine, donc les Anglais du FID et les Suisses, et avec la coopération suisse, ils ont été tellement gentils d'être disponibles pour notre webinaire en français. Je vais mélanger un peu l'anglais et le français en posant des questions et Luana va traduire Kate. So I was just coming back to our special guest, Kate and Severin, from DFID and the Swiss. And are you hearing me well? Kate? Yes, thanks, Naomi. Okay, welcome. Thank you. Séverine, tu nous entends bien? Oui, très bien, merci. Vous aussi? Oui, très bien. Bon, bienvenue. Donc, je vais poser les questions d'abord à DFID, après à la Suisse. So I'm going to asking first the same question to both of you, so everybody can follow easily. First to Kate and then to Séverine. So the first question I have for you is on the impact on the operation of the donors, because we all have had impact on our work. All the members of the GBV-IOR, the more operational organization from the UN, and we would like to listen from the donor perspective what has been the impact on your operation. So Kate, if you can start. J'ai demandé la première question, comment le COVID-19 a impacté les opérations des donateurs? Parce qu'on a vu que nos opérations ont beaucoup changé. So Kate, you have the floor. Thank you. So I think there's two parts to this particular question. Firstly, the impact of COVID-19 on our program delivery, and then secondly, its impact on the context in which we are working. Alors, il y a deux parties de réponse à cette question. Tout d'abord, la manière dont nous délivrons les programmes. Et la deuxième partie, c'est au niveau du contexte dans lequel nous travaillons. For program delivery, DFID, like all organizations, is working really hard to ensure business continuity in the varied and challenging context in which we work. Like many of you, we've had to increase the use of teleconferencing, both internally and externally, and also adapt to more remote ways of working and distance support. Donc, DFID, comme la plupart des autres acteurs, ont dû s'adapter au niveau de la délivrance des programmes. Donc, la continuité du business a été quelque chose qui a été plein de défis. Ils ont augmenté, comme nous tous, j'imagine, tout ce qui est télécommunication au niveau interne et externe, et puis tout ce qui est soutien à distance. In terms of context, COVID-19 is not only an operational challenge, but is also fundamentally changing the context in which we program. So DFID is moving to a whole of organization approach to flex and adapt its program and to ensure continuity of essential programs while still thinking strategically about our COVID-specific scale-up and response. Alors, donc, je m'excuse, je ne suis pas professionnelle de la traduction. Du coup, je fais le maximum. Donc, au niveau du contexte, c'est clair que le Covid-19 est un défi complètement nouveau et qui change en fait complètement le contexte.
Donc, une manière de DFID de répondre à ça, c'est qu'ils ont réorganisé en fait toute leur approche organisationnelle, donc Whole of Organization. Et puis, ils ont vraiment réorganisé leur programme pour focaliser sur les programmes essentiels et avoir une attitude, enfin une approche stratégique par rapport à ce changement de contexte. And then in terms of our GBV specific operations, we are engaging and supporting our country offices, such as DFID Malawi or Nepal, Ghana, to adapt their GBV programming in the face of this pandemic. So, for example, scaling up response services and working with specialist services to ensure that there's good government guidance on social distancing and self-isolation, which includes safeguarding. Loana, peut-être toi en mute. Ah oui, j'étais en train de parler en mute, pardon. Je me concentre sur la traduction. Alors, DFID, donc, au niveau de GBV, soutient les pays où ils ont des programmes, où ils soutiennent des programmes VBG. Donc, Kate a parlé du Népal et du Malawi, mais je pense qu'il y a plein d'autres pays que DFID soutient, à réadapter leur programme VBG et donc à augmenter, tant que faire se peut, la réponse VBG, notamment d'augmenter tous les services spécialisés et de s'assurer que le gouvernement ait les bonnes directives en ce qui concerne tout ce qui est services essentiels et services qui sauvent des vies. Nevertheless, there is a concern that programs may be paused or scaled back as our staff are prevented from travelling, or where violence against women and girls might be seen as a secondary priority to the pandemic. And in this case, we are working hard to understand alternative options with our country colleagues, and also doing a lot of internal advocacy and lobbying to make sure that violence against women and girls is seen as a clear priority in this response. Alors, elle dit que ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est qu'il y a un risque que les programmes que les programmes VBG soient diminués, notamment par le fait que le personnel ne puisse plus voyager, ou que les VBG soient vus comme une deuxième priorité dans cette réponse au Covid. Et donc, DFID regarde vraiment aux alternatives qui sont possibles à leur niveau, et ils poussent pour le plaidoyer pour traiter les VBG dans cette crise comme prioritaire, que ce soit au niveau interne comme que ce soit au niveau externe. And then just finally for me, a question back to the GBV community is how we would really like to know as DFID how COVID-19 is impacting your organizations and how we as DFID and all donors can support you better. So it'd be great to hear your experiences or current challenges that you're facing and how donors can better support you. Et donc, Kate a une question pour vous tous, la communauté de pratique VBG. Comment la crise impacte vos organisations et puis comment DFID et les bailleurs peuvent vous soutenir dans votre réponse et votre adaptation à cette crise. J'imagine que c'est une question qu'on va garder pour la fin. Thank you, Kate. I guess this is a question we will keep for the end, but I have it here, so we'll keep it. Thank you. Great, thank you. Et merci Kate. Maintenant, je passe la même question à Séverine. On a vu que DFID a défini deux types d'adaptation, une plus programmatique, une peu plus interne. Elle nous a aussi parlé des défis de maintenir un niveau intéressant des opérations sur les violences basées sur les genres et l'adaptation programmatique des programmes en voie de développement. Et quelle est l'approche des Suisses? Tous les impacts. Oui, bonjour à tous. Je suis ravie d'être en ligne avec vous cet après-midi. Je m'appelle Séverine, je suis basée à Nairobi au Kenya et je couvre en fait la région de la Corne de l'Afrique, c'est-à-dire le Kenya, la Somalie et l'Éthiopie. Donc le premier impact déjà, c'est que début mars, je me retrouvais en Suisse en vacances. Et du coup, je me suis précipitée pour revenir au Kenya quand j'ai réalisé que les vols commençaient à être annulés les uns après les autres.
Donc, c'était mon premier souci, c'était de pouvoir revenir en fait sur mon opération et être auprès de mon équipe. Après, comme toutes les organisations, je dirais les 10 premiers jours, on a en fait été occupés à mettre en place notre système pour protéger notre personnel. Parce qu'effectivement, s'il y avait un risque de transmission d'infection au sein de notre équipe, ça allait du coup mettre à mal notre capacité opérationnelle. Donc, ça, je pense que vous avez aussi fait. Ça a été justement, ça a pris beaucoup de temps. Ça nous a un peu détourné effectivement du contact avec nos partenaires, mais c'était aussi pour après être prêt à moyen terme d'être vraiment opérationnel. On est une des rares ambassades à Nairobi à avoir gardé en fait l'entièreté de notre personnel, y compris les familles. Sinon, effectivement, on télétravaille depuis la maison. Après, peut-être une spécificité du contexte, quand de l'Afrique, notamment avec la Somalie, on était déjà habitués en fait à travailler de manière virtuelle, vu qu'une partie des opérations sur la Somalie sont basées à Nairobi, avec un retour graduel sur Mogadiscio ou l'ensemble de la Somalie. Donc, je pense que point de vue opération, pour la Somalie, ça n'a pas été peut-être un aussi gros changement que peut-être d'autres opérations plus classiques. Et ensuite, une fois que notre système a été mis en place pour notre personnel, on a contacté du coup tous nos partenaires de développement et d'humanitaire pour voir justement comment le Covid impactait leur intervention. Est-ce qu'ils arrivaient à les poursuivre? Est-ce qu'il y avait des ajustements à faire? Et ça a été du coup un dialogue assez flexible entre la coopération suisse et nos partenaires. Et on a quand même toujours essayé effectivement de les encourager à maintenir au maximum les interventions, y compris de développement dans la région. Et dans ce cadre justement de premier contact avec nos partenaires, on a déjà attiré l'attention des partenaires sur justement ce risque accru de violence basée sur le genre, de risque de protection aussi accru. Donc c'est là aussi le premier lien avec cette problématique. Et aussi, on essaie d'éviter que toute l'attention soit justement mise sur seulement la réponse de Covid. Vous pouvez imaginer que dans le contexte de la Corne de l'Afrique, actuellement, on est en pleine réponse par rapport à pardon, je parle beaucoup anglais en ce moment, c'est l'invasion des criquets pèlerins. Donc c'est vrai qu'on essaie aussi d'éviter que d'autres problématiques très importantes pour la région soient oubliées, vraiment d'avoir une analyse plus globale des défis justement humanitaires. Et point de vue coordination, c'est mon dernier point. Je suis actuellement la co-chair du groupe des donateurs humanitaires pour la Somalie. Donc, j'assiste aux séances de l'équipe humanitaire pays, EHP. Effectivement, maintenant, il y a beaucoup plus de travail de coordination. Les séances qui sont normalement une fois par mois, elles sont maintenant une fois par semaine. Donc, il y a beaucoup aussi de travail de suivi. Les donateurs, on essaie d'avoir des positions communes. Et après, effectivement, on a reçu ces dernières semaines. Ah. Séverine m'avait prévenu que sa connexion était intermittente. Elle est partie. Non, pardon, ça c'est mon mute qui s'est mis automatiquement. Vous m'entendez? Oui, oui. Ah oui. Je ne sais pas à quel point, c'est à quel moment que j'ai lâché? Coupé. Tu parlais de la coordination et du fait que vous avez énormément plus d'efforts de coordination à fournir parce qu'il y a plus de réunions. Exactement. Ouais. Et justement, après, on a aussi justement le travail de suivi pour tous ces appels, les appels des différentes organisations au niveau global, régional, pays. Et on a passé beaucoup de temps, je dirais, la dernière semaine, c'était essentiellement pour essayer de comprendre quelle était l'articulation entre tous ces différents plans. Justement, l'appel global, mais aussi de l'ONU, mais aussi le AFAC, il y a le CICR, après aussi les plans justement des agences particulières au niveau pays. Je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, c'était très clair de tous les deux. Et je profiterai du fait qu'on a le chat pour inviter tous les participants à, s'ils peuvent, déjà réfléchir aux questions qui nous ont été posées par Kate. La première question, c'était quel était l'impact pour vos opérations, vous, les organisations qui travaillent de façon opérationnelle dans la lutte contre les VBG.
et quels sont vos conseils aux donateurs. Si dans les chats, vous pouvez déjà nous écrire quelques conseils pour les donateurs, qu'est-ce que vous avez besoin des donateurs pour répondre à l'adaptation que l'impact a causé, ça peut être déjà intéressant pour la discussion d'après. So Kate, I have asked everyone in the webinar if they can respond already to your question by writing in the chat. So it can help at the end when we will have some further discussion. And I move to the next question, which is, I think that you have already started responding to this question. So obviously our focus is GBV. So our fear is that as it is health dominated appeal, which is normal, and we are happy with that, but the previous experience on the GBV world in the health driven emergency has been a huge effort for us to advocate for women and girls and their protection. So our question is, how are you positioning protection in your own work to be sure that the people who are already vulnerable are not left behind? Donc, pardon, il faut que je traduise en français quand même la question. C'est la deuxième question. J'ai demandé à Kate s'il pouvait nous expliquer et comment il compte garder un accent sur la protection, parce qu'on a eu quand même des difficultés dans notre historique de lutte contre les VBG dans la coordination pour avoir une bonne intégration des questions de VBG quand il y a une crise dominée par les questions de santé publique. Et c'est à juste titre qu'il y a des efforts qui sont dominés par la santé, mais comment les donateurs vont s'assurer qu'il y a la centralité de la protection et la lutte contre le VBG prise en compte. So Kate, you have the floor. Thank you. Well, DFID is deeply concerned about the significant gender and protection impacts of this crisis. And we're engaging across the government and internationally to push for greater explicit consideration of and support to women and girls across the COVID-19 response. Our ministers have been very clear that they expect to see this articulated in all of our humanitarian funding, and we're making sure that in our call for proposals and in our sort of funding for the future, that protection and gender is clearly integrated. Alors, donc ils sont très concernés de l'impact qu'a la crise sur les femmes et les filles, et ils essayent de faire un gros push pour de pousser pour plus de considération pour la question VBG à travers toute la réponse. Et au niveau, alors elle a parlé des ministères, donc en fait voilà, au niveau du gouvernement, toute la question des femmes, des filles et de la protection est présente dans tous les financements humanitaires, dans tous les appels à projets. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui traverse la stratégie de DFID au niveau de la réponse au Covid-19. And DFID is a very decentralized donor. And so as such, we're providing detailed guidance to DFID country offices on the importance of embedding gender and protection into their response to COVID-19. But we're also providing them with extra support by surging in social development advisors who are experts on gender and protection issues to help support the response at country level. Donc DFID est un donateur, est un bailleur de fonds décentralisé, et donc les conseils et le soutien technique est donné à un niveau pays. Et donc, ils essayent de donner un soutien extraordinaire, en quelque sorte, par rapport à cette réponse du Covid et par rapport à la question VBG, notamment en mettant à disposition des experts en genre pour les bureaux du terrain. And as I mentioned before, we're flexing existing programs to ensure the needs and priorities of women and girls, people living with disabilities, and other specific vulnerable groups in the crisis response are met within DFID's COVID-19 response. Et puis, un dernier point, donc au niveau de la programmation, ils essayent de flexibiliser, enfin de réajuster leurs programmes pour prendre en compte de manière spécifique
toutes les populations vulnérables et qui sont rendues encore plus vulnérables à cause du Covid-19. So, for example, DFID has pivoted its flagship women's sexual and reproductive health program, WISH, to respond to the COVID-19 crisis. And this program provides life-saving services to women in 27 countries around the world. And it's an innovative way of delivering desperately needed services and supplies during COVID-19, whilst also supporting efforts to stop the spread of the disease. Sorry, can you just repeat the beginning of your sentence? You said it was expanded, or it was, sorry? It's been pivoted, so its focus has changed slightly to expand it beyond sexual reproductive health services. Ok. Donc, ils ont un programme porte-drapeau qui s'appelle WISH, qui focalisait sur les services de santé sexuelle et reproductive dans 27 pays. Et donc, étant donné la couverture et la manière dont ce programme pouvait atteindre des zones, pouvait atteindre le maximum de population, ils ont donc changé le focus de ces différents programmes pour utiliser cette plateforme de distribution et pouvoir être présent en fait dans ces 27 pays avec des services qui sauvent des vies au niveau VBG et au niveau santé sexuelle et reproductive. We are also instructing our civil society partners who are applying for UK funding during this time that we expect to see gender equality and gender-based violence clearly brought out and addressed in all funding proposals. Et un dernier point, c'est que les sociétés civiles qui postulent auprès de DFID pour du financement, donc DFID met très clairement le fait que les appels à projets doivent inclure la question de la légalité des genres et de la VBG. And we also want CSOs to use their influence to advocate for women and women's rights organizations to meaningfully participate in humanitarian coordination and decision making. Et ils prennent aussi cette opportunité de demander aux sociétés civiles de faire un plaidoyer très important pour que les sociétés civiles des femmes soient inclus dans la coordination humanitaire et aient leur mot à dire dans la réponse humanitaire du Covid. And we also want to know from our CSO partners what they are learning from their networks with Southern women's rights organizations about the challenges and how best DFID can support and what we should be prioritizing as a donor. Et donc, ils profitent aussi de leur contact avec la société civile pour leur demander à eux de regarder dans leur propre réseau et dans les réseaux des sociétés civiles de femmes, de sociétés de lutte pour le droit des femmes, quels sont les défis, quelles sont leurs priorités et comment DFID peut soutenir ces sociétés civiles et ces organisations de lutte pour les droits des femmes. And then final point, just to note that DFID's humanitarian funding guidelines were adapted last year to ensure that violence against women and girls is considered across all of our humanitarian response programming. So we expect all of our humanitarian partners to mainstream gender within their operations, mitigate the risks of GBV, and then utilize available guidance and tools such as the IASC GBV guidelines. Et donc, son dernier point, c'est que les directives humanitaires de DFID ont été revues l'année passée et la question des VBG se retrouve à travers toutes les directives humanitaires de DFID. Et donc, il est clé, ces directives insistent sur le fait qu'il est clé d'intégrer la question VBG à travers toutes les réponses humanitaires et d'atténuer les risques VBG à travers toute la réponse humanitaire. Et ces directives insistent aussi sur le fait d'utiliser toutes les directives et les guidance qui existent au niveau global, notamment IASC, pour ce faire.
Okay, so that was the end, Kate, of your response, right? Yes, that's right. Thank you very much. You're welcome. Donc, on va poser la même question à Séverine. Les Suisses sont un des donateurs principaux de la coordination globale VBG en situation d'urgence. Ils appuient aussi les mécanismes REGA. Et ils nous donnent pas mal d'appui à nos efforts de coordination et de capacity building. Donc, j'aimerais avoir votre vision un peu plus locale, je dirais, et par rapport à comment vous priorisez la protection pour les VBG. Ok, merci Noémie. D'abord, je pense aussi qu'on devrait aussi tous tirer les leçons aussi de la réponse à la crise Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014. La DDC, on avait à l'époque un bureau à Monrovia, au Libéria, un bureau régional qui couvrait les 4 pays, Côte d'Ivoire, Sierra Leone, Guinée. C'est effectivement une des grandes leçons de cette réponse, c'est qu'effectivement, il y avait eu trop d'attention en fait, sur uniquement l'Ebola comme maladie, la réponse médicale. Effectivement, on avait vu assez rapidement une augmentation assez sérieuse de tout ce qui était sur le risque de protection, violence, basée sur le genre, ainsi de suite. Donc, je pense qu'effectivement, on peut déjà s'attendre à ce que la même chose arrive dans notre contexte. Déjà, au Kenya, il y a déjà eu en quelques 2 semaines déjà une augmentation des violences contre les femmes du fait du confinement. Et on voit également ça en Europe. Donc, après, par rapport à l'aide humanitaire suisse, on est bien entendu très inquiet par rapport aux effets secondaires de cette crise Covid sur justement la population qui est déjà vulnérable. Par exemple, en Corne de l'Afrique, on a déjà 12 millions de personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Et du coup, il y a encore aussi cette crise des criquets pèlerins, ainsi de suite. Donc, on est très inquiet. L'aide humanitaire suisse, on a 4 actions thématiques et 2 de ces 4, c'est la protection et l'autre, c'est justement les violations basées sur le genre. Donc, en termes de thématique, la protection et le SDPV est très, très haut sur notre agenda. La réponse de notre centrale à Berne, nous, on est aussi très décentralisés sur le terrain. Donc, notre centrale, effectivement, a alerté les bureaux sur justement ce risque d'augmentation de violence basée sur le genre. Il nous a aussi demandé d'intégrer justement la prévention, la mitigation dans nos réponses. Mais en même temps, effectivement, comme on est très décentralisé, notre centrale nous laisse aussi sur le terrain, en fonction du contexte, en fonction des interventions qu'on a et des partenaires, une grande flexibilité. Et je sais que notre centrale va aussi organiser un webinaire un peu similaire à celui-ci pour aussi soutenir le bureau pour l'intégration de la protection et des violences basées sur le genre. En revenant plutôt dans notre contexte Corne de l'Afrique, la Somalie, c'est déjà une crise de protection à de maintes égards. Donc, on a l'habitude, par exemple, que l'accent des réponses d'urgence soit mis sur la sécurité alimentaire. Il y a des sécheresses très régulières ou des inondations ou justement des invasions de criquets pèlerins. Et souvent, la communauté, les différents partenaires, on doit vraiment donner de nouveau, souligner l'importance d'intégrer les considérations de protection et de violence contre les femmes. Il y a également une énorme population de déplacés internes en Somalie. On a 2,6 millions de déplacés. Ce sont principalement des femmes et des enfants. Il y a également aussi un problème d'exclusion des groupes minoritaires en Somalie. Donc, bien entendu qu'on est inquiet par rapport à cette réponse au Covid. Il faut absolument justement que les plus vulnérables en Somalie soient pris en compte. Au niveau des donateurs en Somalie, justement, pour la coordination, on a pris proactivement contact avec le cluster de protection pour s'assurer qu'ils avaient aussi une place importante de la planification de la réponse et pour savoir aussi s'ils faisaient déjà le suivi peut-être d'une augmentation des risques de protection. On fait également un plaidoyer justement sur l'intégration de la protection lors des séances de l'équipe humanitaire pays. Par exemple, hier, à la dernière séance, le cluster de protection a proposé un moratorium sur les évictions des déplacés internes. C'est quelque chose qu'on va justement soutenir au plus haut niveau. Et aussi, on essaie vraiment de faire circuler aussi toutes les notes de guidance, de YASC et autres protections SDPV au sein du groupe des donateurs. On les envoie aussi à nos partenaires pour avoir aussi un dialogue avec eux là-dessus. Donc, je m'arrête là.
Merci beaucoup, c'était très clair et c'est intéressant. Vous avez des similitudes, des différences, mais les messages qui reviennent sont très intéressants pour nous parce que je pense qu'on aura moins de difficultés de plaidoyer par rapport justement à la crise d'Ebola en Afrique de l'Ouest ou celle de RDC récent. Et je passe à la prochaine question. So, Kate, if you can now explain how DFID is managing the balance between bilateral or joint DFID unequally programs, funded one appeals or multilateral effort like pooled fund support to country operation with basket funds and so on. So the difference between the two of them in this crisis. Thank you. So the financing landscape for the COVID response is really complex, and DFID is using a range of financial instruments in order to fund different operations. But we're still in the process of finalizing some of our funding decisions. So whilst I'll be able to give a brief overview today, I won't be able to go into too much detail on this. Alors, toutes les questions de financement par rapport à la crise du Covid au niveau des DFID sont très complexes. Donc, DFID va utiliser une variété d'instruments financiers différents pour pouvoir répondre à cette crise. Donc, ils sont en ce moment en train de décider, de finaliser leurs décisions. Et donc, aujourd'hui, Kate va pouvoir nous donner un aperçu, mais pas rentrer dans les détails. However, DFID has made significant contributions to the first round of multilateral appeals, including WHO's Strategic Response Plan and individual appeals, including UNICEF and Red Cross. We also fund country-based pooled funds, which are able to provide quite significant funding to local and national organizations as well. Donc, ils ont déjà fait pas mal, enfin, une partie des donations donc de financement au niveau multilatéral, notamment financement à l'OMS et ensuite à UNICEF et à la Croix-Rouge. Et puis, ils ont aussi participé à des pooled funds au niveau pays qui, eux, permettent de... Donc, cet argent qui permet de cascader au niveau local des ONG locales aussi. In addition, DFID country teams are responding to direct requests for support at a country level to contain the virus, delay its spread, and mitigate the secondary impact. So that's something that's very individual to each country team in terms of what they are funding, whether it's pooled funds through multilateral mechanisms or directly to individual appeals. Et au niveau, au niveau pays, donc les équipes pays de DFID répondent à des requêtes directement en fait sur le terrain, donc au niveau du pays. Et donc ça va vraiment dépendre de chaque équipe pays. Ce qu'elle peut nous dire aujourd'hui, c'est que voilà, des fois ça va à un niveau multilatéral, des fois ça va à un niveau bilatéral, donc ça va dépendre vraiment de chaque équipe pays de DFID. We've also invested in global public goods, so over £300 million for vaccine development, and we're developing innovative partnerships with the private sector for infection prevention and control. Donc, ils ont aussi investi plus de... Alors, je ne suis pas sûre d'avoir entendu le chiffre. Sorry, can you repeat the number? 300 million pounds. Yeah, okay, I wasn't sure. I was like, that's a lot. Okay. 300 million pounds. Donc, ils ont investi, pardon. Donc, DFID a aussi investi 300 millions de pounds pour tout ce qui est santé, donc vaccins, innovation, etc., notamment avec le secteur privé. And then finally, we're also exploring opportunities to support the UN Trust Fund to End Violence Against Women's COVID-19 special funding window. And this will provide support to survivors in the context of the pandemic and additional core funding to existing grantees, particularly women's rights organizations, to adapt to new challenges. Enfin, DFID finance aussi, alors je ne sais pas comment on dit en français, UN Trust Fund, donc le Fonds des Nations Unies
pour terminer la violence faite aux femmes. Et c'est un fonds qui est global et qui permet de financer des organisations de lutte pour le droit des femmes. Thank you. That's all from me. Thank you, Kate. So, Difid nous a dit en gros qu'il a les deux stratégies en cours. Et même si leurs décisions de financement ne sont pas encore finalisées, peut-être dans quelques temps, on aura des détails, des appels, etc. Et Séverine, par rapport à l'approche des Suisses, entre les deux mécanismes. Oui, alors au niveau global, donc la Suisse vient effectivement de confirmer ses contributions au plan global de réponse de l'ONU, mais aussi de l'appel justement du CICR, de l'appel du mouvement Croix-Rouge AFACI, et également aussi rajouter une contribution au SURF, je ne me rappelle plus comment c'est en français, mais c'est le fonds de réponse d'urgence centralisé en fait de l'ONU. Donc c'est que les soutiens au mouvement Croix-Rouge, c'était justement basé sur les très bonnes expériences qu'on avait eues en Afrique de l'Ouest lors de la réponse Ebola en 2014. Les sociétés civiles du Croix-Rouge, Croissant-Rouge avaient vraiment fait un travail très très important justement au point de vue vraiment local, en termes justement de travail très localisé auprès des communautés, ce qui était vraiment clé dans la réponse. Un souci qu'on a eu justement je dirais ces dernières semaines, c'est que on n'avait pas la clarification si l'argent qu'on allait effectivement donner pour l'appel global allait effectivement aussi soutenir les opérations au niveau pays. Et c'était également aussi un souci, on avait la crainte au niveau du terrain que cette contribution à l'appel global n'allait pas faire justement une différence au niveau terrain. Il y a également eu, je dois avouer, un peu une confusion au sein de l'ONU parce que quand il y a eu les séances de l'équipe humanitaire pays, on a plusieurs fois posé la question, est-ce qu'effectivement, si notre centrale soutient l'appel global, est-ce qu'effectivement l'équipe pays Somalie va pouvoir aussi avoir une contribution? Et ce n'était pas clair non plus au niveau de l'ONU. Au niveau du terrain, donc, comme j'ai déjà dit, on fait de la reprogrammation. Ça peut être également même aussi des programmes de gouvernance locale, comme en Somalie ou Kenya, qui pourront aussi jouer un rôle dans la réponse Covid. On fait aussi des crédits additionnels à des programmes de santé qui sont actuellement en cours de mise en œuvre. Puis, on a des contributions spécifiques, donc nouvelles à la réponse Covid. On a déjà fait une petite contribution à l'OMS de les 3 pays que nous couvrons, Kenya, Éthiopie et Somalie. Et comme DFID, on va également aussi faire des contributions additionnelles au Country Pool Fund, donc c'est les fonds pays sous l'égide normalement de OCHA. Donc ça, on va le faire de toute façon en Éthiopie et en Somalie. Et effectivement, l'idée principale, c'est déjà un mécanisme qui est très rapide. Donc on sait que l'argent atteint rapidement en fait les ONG. Et par exemple, le fonds humanitaire en Somalie, c'est uniquement pour les ONG, ce n'est pas pour les agences onusiennes. Et 47% des contributions vont auprès des ONG locales. Donc ça, c'est aussi important pour nous. C'est un vecteur pour s'assurer que les ONG locales aussi puissent avoir une part de ces budgets et pas que ça reste uniquement au niveau global. Donc après, effectivement, au niveau terrain, on a clairement une préférence pour des contributions au niveau pays, parce qu'on a l'impression justement que l'argent après est canalisé plus rapidement là où il faut. Mais effectivement, je pense que l'appel global va aussi justement financer des interventions aussi importantes, notamment le soutien logistique, l'appui justement à la rotation du personnel, construction d'hôpitaux. Et ça, c'est effectivement le programme alimentaire mondial qui aura le lead. Et c'est aussi très important pour soutenir l'ensemble des acteurs qui vont répondre à la crise. C'est tout de mon côté. Merci beaucoup. Non, c'est vraiment très intéressant de vous écouter parce que nous, on a aussi un travail en amont, justement, de plaidoyer à niveau des équipes humanitaires, à niveau de l'intercluster. Et ça me fait
réfléchir un peu à la récente allocation du CERF pour appuyer à ce nouveau plan global qui a été mis en place. Il est vrai que pour nous non plus, parfois c'est ultra clair de comment ça va se faire les matching entre les pays et le plan global. Ce qui est sûr, c'est que les pays doivent réadapter leur plan d'action humanitaire. Mais ce n'est pas sûr que ça change énormément le montant, par exemple, parce que ça, on verra avec l'adaptation et aussi parce qu'il y a les plans globaux. Et la récente allocation CERF, elle a répondu en priorisant, en demandant aux agences quels sont, à niveau global, quels sont les pays prioritaires dans les différentes régions. Et on a eu un équilibre avec un ou deux pays prioritaires pour chaque zone de l'Afrique, souvent soit les plus fragiles ou celles qui commençaient à avoir plus de cas ou qui étaient moins financées. Mais maintenant, l'effort du plan global va être complété avec aussi les plans d'action humanitaire de chaque pays. Et ça me permet, cette discussion sur la coordination, de passer à la question suivante, qui est sur comment, si vous pouvez nous partager comment vous allez vous adapter le travail humanitaire dans les pays qui n'ont pas un système de coordination humanitaire. Ça permettra à nos acteurs de mieux imaginer comment approcher les donateurs dans des contextes transitionnels ou des contextes qui pourraient devenir très fragiles mais qui ne le sont pas encore, mais qui ont déjà le COVID-19. So I'm going to starting with Kate with the next question, making the linkage between the financing mechanism and the humanitarian coordination role on that. Because one of the bigger questions we have from some of our members in countries that are in between is how are donors organizing themselves in countries where there is no humanitarian coordination system? Thank you. So both the WHO and the humanitarian system are promoting a whole of government, whole of society approach. So for DFID, our response will likely be bigger than the humanitarian system alone. Donc, l'OMS et les systèmes de coordination en général insistent sur le fait qu'il faut prendre qu'il faut une réponse qui concerne l'entier de la société par rapport à cette crise du Covid-19. Et donc, DFID ne va pas se concentrer que sur les acteurs humanitaires, entre guillemets, traditionnels. For DFID, coordination is always important, but it will depend on context. As you said, Pakistan, for example, is scaling up its UN presence, but the response will be coordinated by its National Disaster Management Agency. So for DFID, government, wherever possible, retains the vital role for managing and coordinating the COVID response. Donc effectivement, ça va vraiment dépendre des contextes. Donc la coordination de DFID va vraiment dépendre des contextes. Par exemple, au Pakistan, où la présence des Nations Unies est en train de se mettre en place, entre guillemets, la coordination va se faire avec le ministère des désastres et des réponses, des risques de réduction des désastres, donc avec ce ministère-là. Thank you, that's all from me. Ok, thank you. Et donc, comme ça, c'est très intéressant pour nous tous parce que c'est clair, même dans notre structure de coordination humanitaire et de mobilisation des ressources humanitaires, que la réponse est nationale d'abord. On suit d'abord les gouvernements et dans les pays plus fragiles où justement où on a déjà un système de coordination humanitaire, on a deux mécanismes associés. Et donc, DFID nous a fait l'exemple du Pakistan. Et Séverine, tu as d'autres exemples à nous partager ou quelles sont les différences peut-être que la Suisse porte sur ça? Je pense que c'est la même chose aussi. De toute façon, en tant que donateur, on soutient toujours le rôle primordial du gouvernement pour effectivement avoir le lead sur la coordination, s'ils ont effectivement les capacités. Nous, on voit la grande différence encore de l'Afrique entre le Kenya, l'Éthiopie et la Somalie. Bien entendu que le Kenya et l'Éthiopie ont un gouvernement beaucoup plus solide. La Somalie, ça fait quelques années en fait qu'il y a un gouvernement en place après plus ou moins 20 ans
de guerre civile. Donc, on ne peut pas du tout comparer, mais effectivement, ça dépend vraiment du contexte. Mais s'il n'y a pas effectivement un système de cluster activé et peu d'acteurs humanitaires, la coordination se fait généralement de manière, je pense, assez logique à travers justement la coordination sectorielle point de vue développement. Par exemple, c'est le cas au Kenya, il n'y a pas effectivement de cluster au Kenya, mais c'est effectivement la coordination du développement qui s'est un peu accélérée du coup. Les réunions, au lieu d'une fois par mois, maintenant c'est plutôt une fois par semaine. Et sinon, point de vue de la Somalie, je dirais qu'on essaye aussi de travailler de manière beaucoup plus proche entre les donateurs humanitaires et de développement. Les acteurs de mise en œuvre font la même chose. L'ONU fait aussi des séances, justement, HCT, UNCT, en fait, de manière conjointe, mais régulière. Donc, on essaie aussi, point de vue donateur, d'avoir des positions aussi conjointes, des prises de position, justement, qu'on discute ensemble, humanitaire et développement, avant de s'approcher de nos partenaires. Et je pense que c'est justement tout, peut-être aussi, quand on espère que peut-être qu'après cette crise aussi, les discussions et l'opérationnalisation du nexus, justement, le lien entre humanitaire et développement pourra peut-être aussi avoir été testé davantage dans la réponse de cette crise. Je m'arrête là. Je voulais exactement mettre ça, genre, en conclusion, à lien. J'étais exactement en train de penser la même chose. Ça va être une opportunité pour expérimenter la fonctionnalité de ce fameux nexus, finalement. Et on a aussi parlé pas mal, je crois, des organisations à leadership féminin, les organisations pour les droits des femmes, les organisations nationales. On est en train de voir avec cette crise qu'on a vraiment besoin d'investir sur elle. On avait sûrement déjà commencé avec tous les secteurs de protection. Je pense que c'est un des clusters plus avancés sur cette approche qu'en anglais on appelle délocalisation. Et moi, en tant que francophone, je penserais un peu plus des nationalisations. Et les organisations locales, c'est pas toujours, ils sont pas toujours chaudes d'être appelées locales parce qu'elles se divisent avec certaines de portée nationale, cette plus de portée locale, cette plus de grassroots et ainsi de suite. Mais en gros, on voulait un peu voir votre perspective sur cette question des organisations nationales comme premier répondant, parce qu'on voit une certaine fragilité de notre structure d'aide internationale, entre autres parce qu'il y a beaucoup de personnel international en train de travailler de l'étranger même, ou avec les modalités à distance, alors que le personnel national il est plus proche. Et donc, on voulait savoir quels sont vos conseils sur les approches de localisation. On en a déjà entendu un petit peu, mais si vous pouvez approfondir un peu. So, Kate, I'm going on the localization question because the GBV IOR, we have also task team and the Swiss are in. And for us, the localization approach to have as more as possible, in particular women-led organization, is very important. And this crisis is showing even more the importance of this organization, which are the first responders, but not always have the capacity or the availability to access funding easily. So do you have any perspective in addition to what you have already said, or you want to underline anything else on localization for DFID? Yeah, thank you. So localization is something that's really important to DFID, and this issue in particular is currently being discussed internally, noting the increasing need for remote working and reliance on our local and national organizations. Donc, la question de la localisation est une question très importante et notamment, en ce moment même à DFID, c'est une discussion qu'ils ont à l'interne. Comment compter plus sur les organisations locales et les sociétés locales. The local and national civil society is a vital partner for DFID, and we're committed to working in partnership with local women's rights organizations and women-led organizations to meet the challenge of responding to COVID-19. Donc, les organisations, quand elle parle d'organisations locales, c'est aussi locales et nationales, c'est aussi donc toutes ces sociétés de sociétés civiles, comme disait très bien Noémie, organisations à leadership féminin, qui donc c'est aussi des partenaires avec lesquels DFID est en train de réfléchir comment les inclure plus dans leur stratégie.
We're in regular engagement with our CSO partners to understand how they can help us respond, as well as how we can support them in terms of the challenge that COVID-19 poses to their own resilience. Et donc, ils sont en discussion régulière, en contact régulier avec tous leurs partenaires des sociétés civiles et des organisations à leadership féminin pour voir quels sont en fait les défis auxquels ces organisations font face et quel genre de soutien DFID peut leur apporter. So DFID's approach, in line with the UK government's overall approach, is to work collaboratively with our local partners to find flexible solutions that maintain the delivery of essential programs as far as possible. And we're currently exploring different modalities of funding for women's rights organizations and women-led organizations. And we will be providing further details of this in the months to come as that's finalized. Et donc, évidemment, la stratégie de DFID est alignée à la stratégie du gouvernement du Royaume-Uni, donc qui insiste sur la collaboration avec ces sociétés, avec ces organisations, une collaboration donc, un maximum de flexibilité pour pouvoir mettre sur pied et continuer des programmes essentiels. Et donc, ils sont en train de réfléchir au niveau interne les différentes modalités possibles en fait pour financer et soutenir ces organisations à leadership féminin. Et c'est quelque chose qui est en train de finaliser et qui sera partagé d'ici un mois. And then finally, to note that DFID has continued to support women's rights organisations through our funding to the UN Trust Fund to end violence against women and girls, and that's been £21 million over 7 years. Et enfin, pour terminer, donc DFID a financé à hauteur de 21 millions de pounds ces 7 dernières années des organisations de société civile à leadership féminin via donc ce fonds, le UN Trust Fund, pour terminer la violence faite aux femmes. And as I mentioned, we're exploring opportunities to support the UN Trust Fund's COVID-19 special funding window, which will help provide additional support to survivors in the context of the pandemic. Et donc, comme elle l'a mentionné tout à l'heure, ils sont en train de discuter avec le UN Trust Fund sur comment DFID pourra participer aux efforts et au financement en fait de la réponse au Covid-19. Donc, à travers ce UN Trust Fund, donc c'est un fonds qui travaille directement avec les sociétés locales, les sociétés civiles pour le droit des femmes au niveau national. Thank you. That's all for me. Thank you very much, Kate. Et Séverine, je te donne directement la parole pour vous que vous êtes très active dans la localisation pour nous partager votre approche, votre adaptation de l'approche et vos réflexions avec le Covid-19. Ouais, merci Noémie. Tout d'abord, justement, j'aimerais juste souligner effectivement pourquoi la localisation est particulièrement importante pour la Suisse. En fait, lorsqu'il y a eu le sommet humanitaire mondial 2016 à Istanbul, la Suisse a non seulement signé le grand bargain, mais également ils sont le co-organisateur du workstream localisation avec le mouvement de la Croix-Rouge. Donc déjà au niveau stratégique, au niveau global, la Suisse effectivement c'est vraiment du coup une priorité pour tous nos bureaux sur le terrain. Et après, comment ça se décline programmatiquement, parce qu'effectivement, ce n'est pas juste effectivement du plaidoyer, c'est également aussi du soutien financier. Donc, par exemple, on essaie aussi de soutenir financièrement des consortiums d'ONG. Par exemple, en Somalie, on a le Somalia NGO Consortium, qui essaie justement d'améliorer les conditions de travail pour l'ensemble des ONG en Somalie et également aussi de pousser l'agenda de localisation. Et c'est une contribution multi-annuelle pour vraiment permettre au consortium aussi de stratégiquement aussi de grandir en fait. J'aimerais juste faire une petite parenthèse sur la localisation. On parle beaucoup de localisation en Somalie et c'est pas seulement les ONG locales, c'est pas seulement la question du financement.
Par exemple, dans le cadre aussi somalien, c'est les autorités locales, c'est les sociétés Croix-Rouge, Croissant-Rouge, c'est le secteur privé somalien, c'est tout ce qui est aussi recherche académique. Donc ça, je pense que c'est important. Et l'objectif, ce n'est pas seulement le transfert du financement, mais c'est également aussi justement un partenariat plus égal, plus respectueux et avec une fin, avec un objectif final, c'est améliorer les vies des personnes pour lesquelles effectivement on travaille. Donc ça, c'est juste des fois justement quand on discute entre donateurs et ONG locales, très souvent on regrette que la seule discussion qu'on a, c'est par rapport au financement. Et des fois, nous, on aimerait aussi bien ouvrir justement la discussion. Après, par rapport aussi à la crise Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014, ça a été très clair qu'il y a eu des échecs au début de la réponse du fait que ce n'était pas assez localisé. Donc, l'engagement communautaire, il est vraiment crucial. Il faut également même aussi recruter des profils non médicaux comme des anthropologistes pour vraiment avoir une réponse culturellement appropriée. Et ça, j'espère beaucoup que toutes les leçons qu'on a apprises en Afrique de l'Ouest lors de l'Ebola vont effectivement être utilisées pour cette réponse actuelle au Covid. Aussi, on s'assure, les donateurs, que la réponse Covid ne soit pas seulement dictée par le gouvernement central, mais qu'il y ait aussi une véritable inclusion des autorités locales, qui sont la plupart du temps les premiers à répondre quand il y a une situation d'urgence. Donc, au Kenya et en Somalie, on ajuste aussi nos programmes de gouvernance locale pour justement que nos partenaires autorités locales aient un rôle plus important à jouer dans cette réponse. Par rapport à la Somalie, il y a 3 points que je voulais justement mentionner, je trouve intéressants. Un, je pense que la localisation est déjà très aboutie en Somalie du fait du défi de l'accès. Pour des raisons de sécurité, à cause justement de Al-Shabaab, c'est très très difficile pour tous les acteurs en fait de se déplacer en Somalie. Donc il y a déjà en fait un rôle fort des acteurs locaux et les ONG somaliennes sont très fortes et aussi très vocales. La majorité du personnel expatrié a effectivement été évacué de Mogadiscio. Actuellement, il reste uniquement 170 expatriés onusiens. Donc, de facto, effectivement, c'est le personnel national qui est plus ou moins en charge. Et aussi, un autre défi, c'est qu'il n'y a pas de rotation du personnel onusien actuellement possible du fait qu'il n'y a plus de vol entre la Somalie et d'autres pays. Donc, c'est aussi un défi pour faire la rotation du personnel pour les agences onusiennes et pour les ONG. Et enfin, justement, le secteur privé a toujours joué un grand rôle dans la provision des services de santé de base en Somalie. Du fait qu'il n'y avait pas de gouvernement pendant 25 ans, en gros, les services de base de santé ont été fournis d'une part par le secteur privé et d'autre part par la société de Croissant-Rouge somalienne. Donc, c'est aussi important de s'assurer que le secteur privé soit aussi dans la coordination de la réponse. Donc, moi, je pense qu'en conclusion, c'est aussi, comme on disait, par rapport au Nexus, la fonctionnalité du Nexus, de l'approche plus intégrée militaire développement. Nous, on espère aussi peut-être que cette crise Covid soit aussi une opportunité justement pour confirmer un rôle plus prononcé des acteurs locaux et d'avancer justement l'agenda de localisation. Je m'arrête là, merci. Merci beaucoup. Donc, je crois que pour nos participants, c'est très intéressant de voir que 2 donateurs importants comme la Suisse et les Britanniques, ils sont en train de dire tous les deux qu'ils ont beaucoup de confiance dans les organisations locales. Donc, j'ai regardé un peu les chats entre-temps que je vous ai écouté aussi et à un certain moment, j'avais envie de répondre aux organisations locales qui sont en train de nous écrire. Maintenant, c'est à eux la balle de demander qu'est-ce qu'ils ont vraiment besoin. Comme ça, tous les partenariats qu'ils ont avec des ONG internationales, des UN ou directement avec les donateurs, ils peuvent s'adapter. Et c'est un peu le moment de jouer ces cartes et aussi de demander tous les renforcements de capacité à niveau opérationnel. Vous avez besoin de beaucoup plus d'ordinateurs, beaucoup plus d'Internet et surtout les organisations des femmes. N'ayez pas peur de demander parce que votre voix, ce n'est pas souvent forte comme celle des organisations et d'autres organisations. Et la porte est ouverte, la disponibilité est là. Bon, je vais mettre un peu en stand-by les donateurs pour la fin de la discussion s'il y a encore des questions. Et je voudrais aussi rassurer Kate et Séverine qu'on a tellement, je vois un chat très actif, on a la moitié des participants de dernier webinaire, mais cette fois-ci, on a plein de commentaires et d'informations qui peuvent être très utiles pour vous. Et j'espère que Kate peut lire un peu le français. Et sinon, on pourra faire une discussion avec elle.
Comme ça, vous pouvez voir, avoir mémoire de ces activités-là, parce que je pense que ce sera impossible de répondre à tout ce que je vois comme question. Il faudrait toute une journée. Et je vais rebondir sur la question de la flexibilité qu'on a déjà entendu des donateurs. Les YASC a fait un papier là où ils nous demandent d'adapter nos activités et demandent aux donateurs de ne pas avoir de la rigidité dans l'adaptation de la réponse humanitaire. Les financements qui existent déjà doivent être les plus flexibles possibles pour pouvoir permettre de reprogrammer les ressources déjà allouées pour pouvoir s'adapter au contexte qu'on voit dans les chats. Beaucoup de pays sont en train de poser comme problème à niveau de comment assister les survivantes, la diminution des formations. Je vois que c'est plus ou moins une stratégie adoptée partout. Et la disponibilité des services, l'accès, comment adresser la violence domestique qui est déjà sous-rapportée de façon assez importante. Et ces financements doivent être capables de se reprogrammer de façon pas trop compliquée en fait, sur la base des besoins opérationnels réels. Ou reconvertir en utilisant les nouvelles technologies, ça va être un coût peut-être un peu important pour certains programmes, mais d'autres activités sûrement ne seront pas possibles à être réalisées. Donc tout cet exercice-là est essentiellement un exercice de reprogrammation et de flexibilité qui est demandé aux donateurs. La même chose, le YASC a demandé pour les nouveaux financements, qui soit octroyé de façon rapide et avec des mécanismes simplifiés pour pouvoir avoir une disponibilité de nouveaux projets, nouveaux programmes, nouvelles approches le plus tôt possible pour ralentir l'avancée de l'épidémie. Et pour, justement, comme on a largement discuté, ne pas rendre encore plus vulnérables nos survivantes et nos femmes et nos filles. Et par rapport à notre travail concret, je crois qu'il serait intéressant de donner quelques conseils à nos membres du BVIOR, surtout sur la question des critères qui sont appliqués. Parce que sûrement, on sera face à face de propositions et d'un travail axé sur ce qui sauve les vies. C'est en définition le critère qui sauve des vies qu'on utilise souvent dans les CERF, et qui c'est un de définitions qu'on peut avoir sous sauver les vies. Et les CERF nous donnent des exemples assez concrets sur sur quels services spécialisés de lutte contre les VBG dans différents secteurs de la réponse humanitaire, donc pas seulement dans les clusters de protection, peuvent être identifiés comme capables de sauver la vie. Et donc, la définition peut effectivement varier, mais notre conseil au GBVR a été de regarder le CERF et après, on va vous donner quelques petits conseils très pragmatiques. Et dans les PowerPoint que vous pouvez télécharger online après la fin des webinaires, vous pouvez avoir les indicateurs précis qu'on va vous proposer sur lesquels vous pouvez reshape vos propositions ou les utiliser pour de nouvelles propositions. Les activités de lutte contre les VBG, il faut savoir qu'ils sont aussi des activités essentielles. Dans cette slide, vous voyez deux mots-clés, sauver les vies et paquet de services essentiels. Les Nations Unies ont développé il y a quelques années un paquet de services essentiels qui prend en compte la santé, les services sociaux, tout ce qui est psychosocial, les questions de protection par la police et l'accès à la justice pour les femmes et les filles victimes de violences. Donc, ces guidelines-là, très importants, le paquet de services essentiels, c'est un outil qui est beaucoup plus utilisé par les programmes de développement. Mais c'est avec ces mots, le VBG, c'est un service essentiel qui le secrétaire général a parlé récemment, et c'est avec ces mots service essentiel qui l'OMS a insisté, y compris dans les webinaires que nous avons fait la semaine passée, en disant qu'il faut assurer que la réponse santé ait cette partie bien intégrée. Mais on voulait juste attirer l'attention de tous les membres que ça dépasse la question de santé. Il y a aussi la protection et il y a aussi la question de la santé mentale et l'appui psychosocial qui font partie de ces paquets de services essentiels pour les femmes. Et les maisons sûres, les lieux sûrs où les femmes sont mises, c'est aussi un service qui peut être considéré dans l'essentiel et qui doit être maintenu. Donc, tout ce qui est
liés à ces paquets de services-là, c'est important de pouvoir les maintenir dans les projets au minimum parce que la réponse est essentiellement une réponse humanitaire. D'autres activités doivent être réfléchies, mais ces activités-là doivent absolument rester le plus possible dans notre opérationnalisation de la réponse. Et si vous avez écouté les secrétaires généraux des Nations Unies, et si Stéphanie dans le chat, il peut mettre les liens pour ceux qui ne l'ont pas écouté, il a appelé tout le monde à cesser les feux depuis le début de la pandémie, mais il a aussi appelé à un cessez-le-feu dans la maison pour avoir des foyers apaisés et pour ne pas avoir une recrudescence des violences domestiques. Il a vraiment parlé de cette question et il a fait référence aux questions de services essentiels. Il a demandé d'assurer les investissements, voire les accroître, parce que ça peut être un sérieux problème, l'augmentation des violences faites aux femmes, aux filles, pas seulement les violences conjugales, pas seulement le frapper sa femme, mais aussi les questions d'abus sur mineurs qui peuvent arriver dans une maison et autres abus sexuels. Donc, il peut y avoir une fragilité dans les foyers qui, le secrétaire général nous a écouté, les plaidoyers que tout les mondes de lutte contre les VBG a fait jusqu'à ce moment, et il a demandé aux États membres de donner des efforts spéciaux sur ça. Et on a quelques exemples aussi à vous donner dans la réadaptation programmatique que vous pouvez faire. L'Asie est la plus avancée, c'est les premières qui ont eu l'épidémie à un niveau de temps. Après, c'est passé par l'Europe. Donc, les pratiques qu'on commence à voir, c'est surtout de ces deux continents-là. Et on en a identifié 3. Une qui est le projet des Nations Unies sur l'accès à la justice du programme des Nations Unies pour le développement au Fidji, qui a transformé sa clinique juridique en un call center qui donne tous les conseils juridiques par téléphone. Un autre exemple, c'est comment ils ont adapté à Timor-Est le circuit de référencement. Vous voyez ces jolis dessins sur les droites que vous voyez dans votre ordinateur. Ils ont refait le circuit de référencement, ils ont fait ces jolis flyers pour pouvoir les diffuser le plus possible. Ou encore, en bas à gauche, on a le programme conjoint de 2 agences des Nations Unies qui donnent des abris pour les femmes, des abris sûrs, et ils ont fourni les équipements vitaux pour manger, boire, etc. Et dans ces centres-là où les femmes en situation à risque de violence ou victimes de violences logent. Ça, c'est 3 exemples de comment les programmes ont été réadaptés. Et on en a un autre slide avec encore des exemples de ceux qui on a répertoriés parmi les membres. Et on a vu que la révision des procédures opérationnelles standards qui vous avez probablement adoptées dans vos opérations deviennent une priorité parce que beaucoup de types de travail sera adapté. La mise à jour du circuit de référencement, on en parle depuis les premiers webinaires et moi j'insiste un peu trop par rapport à ça, mais je me fatiguerai jamais de le dire. Et la formation du personnel de santé, on a vu dans certains pays qui a intégré des aspects sur les questions des VBG pour ce qui répond en première ligne, sur comment détecter et référencer sur tous les cas. Et on a vu les besoins de faire une transition sur la gestion des cas à distance et beaucoup d'organisations qui ont commencé à mettre en place ces gestions des cas à distance. On a vu l'importance d'assurer les services de santé de la reproduction et VBG intégrés quand il y a des cliniques mobiles, quand il y a des services fixes, pour assurer que le matériel de santé VBG soit toujours disponible. Donc là, les changements un peu aussi dans la logistique. On a vu comment certaines opérations ont intégré les informations sur les COVID dans les caches ou dans les kits de dignité. Et on a vu la diffusion de messages de prévention. Ça, je l'ai vu même dans la région où je suis en train de travailler. Et on a commencé avec le Niger. Et on a vu les relais d'information sur comment faire arriver les informations aux femmes et filles sur les services disponibles, les soutiens juridiques et les questions de l'adaptation des abris d'urgence, refuges sûrs ou lieux sûrs.
On a vu aussi comment on a un besoin de devoir adapter nos programmes dans le sens d'assurer, de changer, de fournir de l'aide au transport, par exemple, ou de l'aide aux moyens de communication, y compris à niveau communautaire ou potentiel survivante ou à survivante en cours d'être prise en charge, qui peut-être devait finir la gestion des cas à distance, mais n'avait pas de téléphone ou d'autres moyens de communication. Donc, cela sont des exemples d'adaptation qu'on commence à répertorier de plus en plus et qu'on voulait aussi partager avec les donateurs pour montrer quels sont les exemples que nous voyons dans le monde. Je répète, surtout en Asie, sincèrement, parce qu'ils ont commencé avant. Et, dans les programmes VBG, qu'est-ce que ça veut dire adapter? À niveau des indicateurs, on vous propose quelques indicateurs clés ou les plus nouveaux et les plus importants, entre guillemets, parce qu'en fait, vous allez garder plus ou moins les mêmes indicateurs que vous avez. Mais il y a quelque chose que vous devez ajouter dans l'adaptation de vos critères, de vos indicateurs un peu plus qui sauvent les vies. Comme par exemple cette affaire d'intégration des matériels de communication ou combien de travailleurs de santé et VBG ont les équipements de protection ou combien d'organisations communautaires sont suffisamment équipées pour pouvoir offrir leurs activités probablement de soutien psychosocial ou même autres par rapport à votre programme. Donc, on vous a proposé quelques indicateurs pour pouvoir adapter un peu votre réponse en gardant cette caractéristique de sauver les vies. Donc, des indicateurs très humanitaires pour vos programmes. Les slides seront disponibles dans le site et vous pouvez les télécharger. Et c'est assez axé sur les questions d'offre de services, parce que la plupart des indicateurs qui sauvent les vies sont très liés à l'offre de services, mais on a aussi des indicateurs qui sont pour améliorer l'accès, pour renforcer les capacités, être sûr que les services soient de qualité et qu'ils puissent effectivement sauver les vies, ou qui sont aussi liés à la coordination, comme par exemple la qualité des services, on la voit dans la bonne, correcte mise en œuvre des procédures opérationnelles standards, mais les procédures opérationnelles standards sont développées par un exercice de coordination. Donc, j'espère que ces genres de conseils sur les bonnes pratiques, pas les bonnes pratiques, les premières pratiques qu'on est en train de voir d'adaptation programmative puissent être intéressants pour tous les membres de GBV-IOR, mais aussi pour nos donateurs qui sont encore là, d'avoir déjà une première idée de comment les acteurs sont en train d'adapter leurs réponses et les indicateurs qui peuvent vous donner un peu d'inspiration à renforcer votre capacité de monitorer et de faire un bon suivi-évaluation des programmes que vous allez adapter ou développer parce que nouveau. Dernière chose, n'oubliez jamais la question de l'intégration dans les autres secteurs. On a dans les directives IASC plein de bons exemples. Je pense que je suis en train de courir derrière le temps et peut-être j'ai parlé un peu trop. Et je voulais laisser la parole à Luana. S'il y avait quelques questions qu'elle avait identifié dans le chat qui était un peu plus soit demandé par plusieurs personnes, soit qui pouvait faire les liens avec Kate et Séverine. Il y avait quelque chose d'autre que le public voulait demander à nos invités spéciaux qui ont été très géniaux et que je remercie millions de fois. Et donc, je te laisse la parole sur la page des ressources, comme ça les collègues connectés voient déjà qu'est-ce qu'il y a comme ressources qu'on a utilisées pour ce webinaire. Merci beaucoup Noémie et un immense merci à nos deux invités Séverine et Kate. Donc malheureusement Séverine a dû partir à une autre réunion, mais elle vous souhaite bon courage à vous tous. Alors effectivement dans 4 minutes notre plateforme va se fermer et l'enregistrement va s'arrêter. Donc on a surtout eu dans le chat des réponses en fait pour nos bailleurs de fonds concernant vos besoins, vos problèmes principaux et comment les bailleurs de fonds peuvent vous aider. Je ne vais pas en parler maintenant parce que je n'ai pas le temps, mais nous allons, assurez-vous que nous allons faire un résumé et nous assurer que ces informations rejoignent les bailleurs de fonds et que ça soit relayé
au niveau des bailleurs de fonds. Donc, je vais profiter des 3 minutes qui me restent. Est-ce que tu peux avancer les prochaines slides parce que nous avons encore des informations importantes. Donc, je sais que Stéphanie est en train de regarder pour le lien, pour le sondage post-webinaire. Donc, c'est quelque chose qu'on va vous envoyer. Pour nous, c'est très important de savoir ce que vous avez pensé, si vous avez des idées, des besoins, de sujets que nous devrions couvrir dans les prochains webinaire. C'est vraiment un sondage qui va vous prendre 35 secondes à remplir. Donc, si vous pouvez prendre le temps de le remplir, Stéphanie va vous renvoyer un lien. Donc là, apparemment, le lien ne fonctionne pas, mais elle va vous renvoyer le lien. Et puis, slide suivante, qui est la slide que tout le monde attend, je pense. S'il te plaît, Noémie, la prochaine. Pardon, parfois ça se bloque. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est la page la plus importante, je pense. Donc, je vois que dans le chat aussi, il y a eu énormément de questions. Sachez que vous avez absolument toutes les réponses et les ressources, que ce soit des directives préliminaires, l'enregistrement des webinaires, que ce soit les présentations PowerPoint, etc., sur notre site Internet. Donc, vous allez sur gbveor.net et sous ressources, vous avez un onglet qui s'appelle Covid-19 où vous avez accès à absolument toutes ces ressources. Notre prochain webinaire, donc la semaine prochaine, qui est à la même heure avec le même lien Zoom, regardera en fait la question de la gestion des cas VBG pendant la crise, pendant la réponse au Covid-19. Donc, comment faire de la gestion des cas à distance en ce qui concerne les survivants et survivantes de VBG. Une autre chose aussi, c'est que si vous avez besoin d'un soutien technique particulier, nous avons un help desk, donc une équipe de spécialistes VBG qui sont à votre disposition. Donc, vous pouvez sans doute leur écrire un email avec l'adresse qui est mise ici. Et enfin, pour ceux qui ne font pas encore partie de la communauté de pratique VBG, énormément de ressources précieuses et d'échanges se font sur cette communauté de pratique et c'est très facile de la rejoindre. Voilà, donc malheureusement, je suis désolée que nous n'avons pas eu le temps de prendre vos questions. Je crois que c'était un mal pour un bien parce que ça a été très, très intéressant d'avoir ces bailleurs de fonds nous donner tous leurs éclairages. C'est extraordinaire de voir à quel point ils sont investis pour la question VBG et de voir à quel point aussi ce sont des partenaires dans notre travail quotidien. Donc, j'espère qu'on va tous repartir avec ça en tête. Un immense merci encore une fois à Séverine et Kate pour leur participation. Merci beaucoup à toi, Noémie, pour ta présentation limpide comme d'habitude. Merci beaucoup à Stéphanie pour avoir géré le chat et pour le soutien pour préparer ce webinaire. Et on se retrouve donc la semaine prochaine, jeudi à la même heure sur le même lien Zoom. Prenez soin de vous, restez en bonne santé mentale et santé physique. À tout bientôt. Au revoir. Bye. Ciao.